tous et bienvenue dans le 12-45, mardi 29 janvier. Voici les titres. La tempête Gabrielle attendue dans les heures prochaines sur une partie de la France. Elle annonce le retour de la neige et des vents violents. 43 départements sont placés en vigilance orange. Faut-il supprimer les soldes? Oui, si l'on en croit la Fédération nationale de l'habillement. Le phénomène des ventes privées ayant, selon l'institution, enlevé aux soldes leur intérêt. Un sujet qui divise toutefois les commerçants. Limiter les violences en marge des manifestations des Gilets jaunes sans entraver la liberté de manifester. C'est l'équilibre qui doit être trouvé sur la loi anti-casseurs, examinée à partir d'aujourd'hui. La droite estime qu'elle ne va pas assez loin, la gauche la juge dangereuse. Jouer beaucoup pour gagner plus. La réflexion qui a guidé un couple de retraités américains. Ils ont découvert une faille statistique dans des loteries organisées dans plusieurs États. Avec des proches, ils ont remporté en 9 ans plus de 22 millions d'euros. Enfin, l'un des restaurants les plus hauts d'Europe, le 3842, situé à 3842 mètres d'altitude, au sommet de l'Aiguille du Midi. Et la gestion d'un tel établissement relève chaque jour de l'exploit, tant l'acheminement des produits est complexe, vous verrez. De la neige, des vents forts et des températures glaciales. Voilà ce qu'annonce la tempête Gabrielle, attendue dans les heures prochaines. Les régions les plus exposées se préparent. Le reportage de Xavier Gégère, Jean-Claude Frédier et Irène Candel. Au large de La Rochelle, la mer paraît encore calme. Mais sur la côte, les vagues commencent déjà à grossir. Dans le port des Minimes, les bateaux en phase d'hivernage sont prêts à faire face à un coup de vent. Mais la capitainerie a organisé une dernière tournée d'inspection. Si un bateau vient à se désamarrer, une amarre vient à se rompre, il va s'appuyer sur le bateau d'à côté, lui-même sur le bateau d'à côté. Et ce cumul d'efforts peut entraîner effectivement des risques pour les installations, pour le ponton. Ici, comme sur une large part de la côte atlantique, on s'attend à des vents violents à partir de 16h cet après-midi. La ville est confiante, il n'y a pas d'alerte pour des vagues submersives et le plus fort de la tempête correspondra à la marée basse. Restent les règles d'usage qui s'imposent à la municipalité comme à ses administrés, attacher ou rentrer toute chose susceptible de s'envoler. L'accès à tous les parcs et jardins est fermé. Nous prévenons également tous les entrepreneurs qui ont des travaux sur la ville de fermer leurs travaux. Et puis on conseille bien sûr aux habitants de rester plutôt chez eux. Dans le même temps, le pays connaîtra un épisode neigeux sur une large partie nord du pays, avec jusqu'à 10 ou 15 cm de neige, notamment en Île-de-France. La caractéristique de cet épisode neigeux au nord de la Loire va être des précipitations relativement intenses, parfois de 2 à 3 cm par heure, donc ce qui est donc assez important. Dès ce soir, 22h, la RN 118 au sud de la capitale va être fermée à la circulation. L'année dernière, sur ce tronçon, 2000 personnes avaient été bloquées et avaient dû passer la nuit dans leur véhicule. Par ailleurs, les poids lourds ont l'interdiction de circuler sur les axes principaux dès 21h. Sur ces images tournées hier en Aveyron, peut-être un avant-goût de ce qui attend la partie nord du pays ce soir. Précision, la nationale 118 fermera à 15h et non à 22h comme dit dans le reportage. Météo France a placé 43 départements en vigilance orange, 34 pour neige et verglas, essentiellement dans la moitié nord de la France, mais aussi dans le Cantal, l'Aveyron et la Corrèze, et 9 pour vent violent sur la façade atlantique de la Loire-Atlantique aux Pyrénées-Atlantiques. La grippe est bien à l'origine du décès d'au moins une des 6 personnes mortes dans une maison de retraite du Loiret. C'est ce qu'a déclaré hier l'Agence régionale de santé concernant ce cas exceptionnel. Dans cette EHPAD située à La Chapelle-Saint-Mémin, 4 résidents et 2 membres du personnel ont en effet perdu la vie ce mois-ci. La grippe est suspectée, mais seul un cas est donc avéré. Je vous rappelle que l'hiver dernier, la mortalité attribuable à la grippe avait été évaluée à près de 13 000 décès en France, dont 85% chez les plus de 75 ans. Faut-il abandonner les soldes pour les commerces indépendants? Un débat qui revient sans cesse depuis plusieurs années, mais la demande émane cette fois du président de la Fédération nationale de l'habillement en personne. Pour lui, les soldes ne fonctionnent plus et font même perdre de l'argent aux commerçants. Nous nous sommes rendus dans le centre-ville de Lille pour recueillir le sentiment général. Le reportage de Kelly O'Neill et Pauline Buisson. Sur les vitrines, les panneaux soldes s'affichent depuis le 9 janvier. Pourtant, dans les magasins, les clients ne se pressent pas. Dans sa boutique de vêtements pour hommes, Justine propose des moins 30, moins 40%. Mais plutôt que de multiplier les périodes de promotion, en dehors des soldes, elle pratique ce qu'elle appelle des prix sincères.
Toutes les périodes de promotion intersoldes ont été supprimées et pour le retranscrire dans nos prix, on a baissé l'ensemble de la gamme d'environ 15%. On a vocation plutôt à réduire la période de solde et pourquoi pas la voir disparaître d'ici l'année prochaine. Faire disparaître les soldes, d'autres commerçants indépendants y songent sérieusement faute de rentabilité. Selon la Fédération nationale de l'habillement, sur les 15 premiers jours de solde, le chiffre d'affaires de leurs adhérents serait en baisse de 9,5%. Les clients, eux, sont partagés. Certains fuient les soldes, quand d'autres attendent ce moment très spécial. Quand on peut, oui. On arrive à se libérer un petit peu et puis voilà, c'est notre jour d'entrefine. Ouais. Sur Internet, il y a pas mal de sites qui permettent de trouver des bons deals, donc c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué d'avoir tout au long de l'année des choses à moindre coût. Du côté des magasins de chaîne, la problématique est quelque peu différente. Ils ont plus de stock et offrent des rabais plus importants, jusqu'à moins 70% dans ce magasin. Du coup, pour eux, les soldes restent essentiels. C'est vraiment une période de rendez-vous au niveau clientèle. Donc on a une influence quand même qui est tout le temps aussi conséquente. Ça reste quoi qu'il arrive un moment incontournable. Pour l'instant, le gouvernement n'envisage pas de supprimer les soldes. En revanche, leur durée va être raccourcie, passant de 6 semaines à 4 semaines. Plus 55% de ventes de bioéthanol en un an, c'est notre chiffre du jour. Le carburant, baptisé E85, car contenant jusqu'à 85% de bioéthanol, a vu ses ventes bondir. Il faut dire qu'il coûte moins de 70 centimes le litre. Résultat, les installations de boîtiers de conversion pour les voitures à essence se multiplient. Cela concerne potentiellement 10 millions de véhicules. Un marché juteux pour les grandes enseignes. Frédéric Mazy, Anthony Després et Jessica Martinez. C'est une success story qui s'explique d'abord à la pompe. Roulez-vous au bioéthanol ? Au bioéthanol à 80% à peu près. Et c'est bien moins cher. Vu que la voiture est assez ancienne, ça pose pas de problème. C'est à 0,65 contre 1,50. Car à 67 centimes d'euros le litre en moyenne, le super éthanol 85, composé comme son nom l'indique de 85% de combustible bio, est l'un des carburants les moins chers et aussi les plus prisés des automobilistes. Il a d'ailleurs connu une hausse record de consommation en 2018, plus 55% par rapport à 2017. Une popularité qui s'est aussi invitée dans les garages français. On a des coups de fil tous les jours, oui. On a des demandes de renseignements quotidiennes. Car depuis le printemps, il n'est plus nécessaire de posséder un véhicule biocompatible pour pouvoir en consommer. Il est désormais possible d'installer ce petit dispositif électronique pour convertir sa voiture essence. On se limite à une par jour. Parce que j'ai d'autres activités dans le garage, bien sûr, donc je ne peux pas... Mais sinon, on pourrait en monter 2 ou 3 par jour. Et la demande est telle que cet autre garage en a fait l'un des cœurs de son activité. Car Audio, bonjour. C'est au moins 20 appels par jour. On en monte plusieurs par jour d'ailleurs. On fait que de ça. Et malgré une installation du boîtier comprise entre 700 et 1000 euros et une plus grande consommation que les autres carburants, son prix à la pompe le rend rentable au bout de 11 000 km, soit la distance parcourue par un automobiliste en un an. Ils sont très très surpris, très contents. Du coup, ils changent l'ensemble de leur véhicule. Ils veulent plus de diesel. Résultat, le nombre de stations-service à proposer du super éthanol a doublé en France ces 2 dernières années, atteignant aujourd'hui les 1200 points de vente. Signe d'une super success story, bien partie pour durer. 130 djihadistes détenus dans des camps syriens vont être rapatriés en France. Actuellement prisonniers des forces kurdes, ces Français seront ramenés sur le territoire dans les prochaines semaines. C'est le retrait des troupes américaines de Syrie qui a provoqué cette décision des autorités françaises. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a indiqué ce matin, je cite, que tous ceux qui rentreront en France seront arrêtés, confiés aux juges et mis en prison dans la plupart des cas. Une deuxième liste Gilets jaunes, candidate aux élections européennes en mai prochain. Elle s'est présentée officiellement ce matin dans les Alpes-Maritimes. Elle se nomme Union jaune. Elle veut rassembler toutes les doléances et présenter dans 2 mois un programme malgré les tentatives d'intimidation. L'autre liste, celle présentée par Ingrid Levavasseur la semaine dernière, reçoit elle des menaces de mort qui ont conduit hier un candidat à se retirer, tout comme le directeur de campagne. Soutenez-nous. Lutter contre les violences en marge des manifestations nationales des Gilets jaunes. C'est la vocation de la loi anti-casseurs, débattue à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les Républicains, qui ont inspiré le texte, estiment qu'il ne va pas assez loin, quand la gauche, de son côté, y voit une entrave à la liberté de manifester. Sarah Duyeux et Grégory Lafont.
Un numéro d'équilibriste. Voici à quoi s'attellent les députés aujourd'hui. Durcir les sanctions contre les casseurs sans entraver la liberté de manifester. La majorité ce matin veut rassurer. C'est tout à fait conciliable et vous verrez que les objectifs politiques de justement faire la séparation entre ceux qui veulent manifester et ceux qui viennent casser seront au rendez-vous. 2 mesures pourtant présentées comme essentielles dans ce texte issu de la droite au Sénat doivent être réécrites. Le périmètre de protection prévoyait fouille de sacs et palpation de sécurité 6 heures avant la manifestation et jusqu'à sa dispersion. Trop liberticide, jugent les députés marcheurs et les députés de gauche. On voit bien à quel point le gouvernement essaie de déporter le débat. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de manifester en France, elle est au-dessus de la Constitution. Pas touche à ça. Et cette loi, elle porte atteinte à cela. Le gouvernement tient néanmoins à garder l'esprit du périmètre. Ce sera la proposition du gouvernement, effectivement, de pouvoir empêcher que des gens viennent manifester avec des armes. À revoir également les interdictions administratives de manifester décidées par les préfets. De telles interdictions, mais juridiques, existent déjà. En revanche, d'autres mesures semblent en bonne voie. Ainsi, un délit de dissimulation du visage devrait être créé, passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Le principe du casseur-payeur ensuite. Si une preuve est apportée, l'État pourra demander réparation au casseur sur le plan civil. Pas besoin de condamnation pénale. Donc, un point reste à préciser concernant un fichier de casseurs. Il ne verra pas le jour tel quel, mais les personnes interdites de manifester seront inscrites au fichier des personnes recherchées déjà existant. Dans l'actualité internationale, en bref, le Venezuela à la veille d'une vaste manifestation à l'appel de Juan Guaidó, président en exercice autoproclamé, pour exiger de l'armée qu'elle soutienne le peuple et non plus Nicolás Maduro. Les États-Unis font pression sur son régime. Washington a annoncé hier soir de lourdes sanctions contre la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne pour frapper le cœur de l'économie. Réponse de Maduro, le sang qui peut couler au Venezuela sera sur vos mains, Donald Trump. En Russie, l'arrestation hier de l'homme qui avait volé la veille un tableau dans un musée de Moscou alors que la galerie était bondée. Il avait décroché et emporté l'œuvre du peintre Arkhip Kuinji avec une facilité déconcertante, embarrassante même pour les lieux. La peinture, réalisée au début du XXe siècle et estimée à 170 000 €, a été retrouvée rapidement. La toile est, selon la police russe, intacte. Aux États-Unis, une histoire qui devrait inspirer Hollywood. Un couple de retraités a découvert une faille statistique dans des loteries organisées dans 2 États. Les septuagénaires ont compris comment gagner à coup sûr et légalement. Le couple a embarqué dans l'aventure des proches. En 9 ans, ils ont gagné, tenez-vous bien, plus de 22 millions d'euros. Arthur Dehaye. Jerry et Marge, 80 et 81 ans, vivent à Evart, Michigan, 1900 habitants. Ils géraient cette petite boutique avant de partir à la retraite. C'est là que Jerry tombe sur la brochure d'une loterie, le Windfall. Contrairement à une loterie classique dont le jackpot monte encore tant que personne ne tombe sur tous les bons numéros, le Windfall a un plafond à 5 millions de $. Si personne ne trouve les 6 bons numéros, la somme est répartie sur les autres tickets. Un ticket à 5 numéros gagnants rapporte 25 000 $, 4 bons numéros, 1 000 $. En lisant ces règles, Jerry voit en quelques minutes une faille statistique. J'ai calculé que si je jouais 1 100 $, statistiquement, je devais avoir un ticket avec 4 numéros gagnants, 1 000 $. Je devais aussi avoir environ 18 tickets avec 3 bons numéros, 50 $ de gain chacun, ça fait 900 $. Donc, en investissant 1 100 $, je récupérais 1 900 $. Ils testent la combine avec des petites sommes, ça marche. Alors Jerry et Marge s'associent avec leur famille, des amis, et créent la société GS Investment Strategies. Ils investissent ensemble, jouant des milliers de $, puis beaucoup plus. En voilà un qui a bien marché. On a joué 515 000 $, on a gagné 853 000 $. Il est fier, Jerry, mais au bout de 2 ans, la loterie est arrêtée par l'État du Michigan. Heureusement, une autre du même genre existe dans le Massachusetts à 1500 km. Pas un obstacle pour le couple qui avale les 13 heures de route, achète des milliers de tickets, puis s'arrête dans ce motel pour les trier. On a gardé tous les tickets perdants. Il y en a environ 18 millions. Au cas où on devait se faire contrôler. Mais c'est tout à fait légalement que pendant 9 ans, la société amasse 22 millions d'euros. Rien que pour le couple, 7 millions d'euros de profit avant imposition. Jerry et Marge ont utilisé ce pactole pour refaire leur maison et payer les études de leurs 24 petits et arrière-petits-enfants.
Toutes les 2 semaines, une langue autochtone, c'est-à-dire qui existe depuis plusieurs générations sur un même territoire, disparaît. C'est le constat alarmant de l'UNESCO qui a choisi de dédier hier l'année 2019 à ces langues menacées. Alors précisément, combien y a-t-il de langues autochtones? Et bien sûr, les près de 7000 langues parlées dans le monde, 4000 sont autochtones. En France, on estime qu'elles sont 75. Il s'agit des langues régionales, comme par exemple le créole, l'occitan, le breton. C'est la loi d'Exxon en 1951 qui a autorisé pour la première fois l'enseignement de plusieurs langues régionales. Alors pourquoi certaines s'éteignent-elles? Alors il y a plusieurs facteurs. D'abord, l'urbanisation qui engendre la perte d'un mode de vie traditionnel. Puis la pression sociale de l'utilisation d'une langue dominante, comme par exemple l'anglais. Et du coup, la perte de l'enseignement des langues autochtones. Selon l'UNESCO, une langue s'éteint lorsque son dernier orateur meurt. C'est ainsi, par exemple, que l'Eyak en Alaska a disparu en 2008. Or, l'extinction d'une langue provoque la perte d'un savoir culturel unique. On en vient au bio qui gagne chaque année des parts de marché. Et parmi les produits qui suscitent un intérêt croissant, il y a les vins bio. Un salon leur est consacré en ce moment à Montpellier. Si les ventes sont encore faibles, elles devraient doubler dans les prochaines années. Audrey Delabre, Jérôme Régali et Melchior Inzi. Encore confidentiel il y a peu, les amateurs se laissent progressivement séduire et rassurer par le vin bio. J'imagine que c'est plus sain aussi de boire du vin qui n'a pas eu de produit. On se sent rassuré parce qu'avec les problèmes sur les produits phytosanitaires, on a un meilleur contrôle, enfin un gage de qualité en fait avec ce label. Voilà. Depuis 2010, Nicolas Viguier a abandonné la culture conventionnelle. Dans ses vignes, fini les produits artificiels, ce qui implique plus de travail. On ne peut pas utiliser de désherbants chimiques et par conséquent on doit labourer le sol pour l'aérer. Au niveau des engrais aussi, on utilise des engrais naturels et pas d'engrais chimiques. Par contre, voilà, la vigne va produire ce qu'elle est capable de produire naturellement et on ne va pas booster des rendements. Des productions plus restreintes, mais l'engouement des consommateurs français est là. Dans ce salon réservé au bio, 1200 exposants venus de 22 pays se réunissent jusqu'à demain. Des professionnels qui ont le sourire. Tous les voyants sont ouverts puisqu'on pense que la consommation des vins bio va doubler dans les 5 prochaines années. 55 millions de bouteilles en 2012, le double en 2017 et donc encore le double peut-être dès 2022 pour atteindre environ 207 millions de bouteilles. Particulièrement attirés les jeunes adultes plutôt urbains, mais aussi les pays étrangers intéressés de près par cette évolution. Dans les allées, des clients japonais très attentifs. Et c'est eux qui sont venus, donc après vous savez, le vin ça permet de discuter très rapidement. On vend un petit peu de vin au Japon, ouais. Des vins bio plus chers, entre 20 et 30%, et les prix devraient poursuivre leur ascension dans les prochaines années. Et même bio, le vin est à consommer bien sûr avec modération. Il y a des expériences qui vous obligent à prendre de la hauteur. C'est le cas du 3842, un restaurant situé à 3800 mètres d'altitude au sommet de l'Aiguille du Midi. L'un des plus hauts d'Europe, et gérer un établissement à une telle altitude est une prouesse. Pourtant, le chef privilégie les produits locaux pour des recettes typiques et créatives. C'est un reportage à Chamonix de Sylvain Tizy. Et la cassolette d'escargot pour monsieur. C'est un restaurant montagnard comme tous les autres, si ce n'est que celui-ci fait face au Mont Blanc. À 3842 mètres d'altitude, au sommet de l'Aiguille du Midi à Chamonix, touristes et alpinistes viennent déguster des produits locaux. Vous connaissez la tartiflette ? Bienvenue dans le deuxième plus haut restaurant d'Europe, où l'on cuisine tous les midis de l'année, au sommet d'un rocher. Le pavé de drumstick. Donc là, je vais faire chauffer mes petits légumes. Leur quotidien, travailler dans une pièce d'une poignée de mètres carrés. On peut pas pousser les murs, nous c'est un truc... Eh bien, bon appétit, messieurs, dames. Cuisiner au sommet de l'Aiguille, un défi qui commence un peu plus bas dans la vallée. Bonjour. Ce matin-là, ils sont 7 à charger toute la marchandise dans 7 bennes au pied du téléphérique. Thierry, le responsable adjoint du restaurant, mène les opérations. Là, c'est tout ce qui est boisson. Si vous voulez voir, jeter un coup d'œil à notre réserve, c'est juste là. Les stocks sont entreposés sous la gare du téléphérique. Il est presque 8 heures, dans 10 minutes, le public pourra commencer à monter. Apparemment, s'il monte, c'est que c'est bon, on peut y aller. Les livraisons se font en flux tendu. En haut, impossible de stocker trop de marchandises. C'est parti pour la montée à 3008. Ouais, c'est notre petit taxi du matin, oui. Entre
Le bas, le plan et le top, il y a une vingtaine de minutes. 45 km/h et 2700 mètres de dénivelé, avec parfois quelques bonnes surprises. Il y avait un chevreuil en dessous couché sous un arbre. Et d'autres un peu moins bonnes. Ça s'appelle un arrêt d'urgence. Il y a un peu trop de vent pour que la benne continue à monter. Arrivé à destination, il faut tout charger avant l'ouverture. On traverse, on va prendre un peu l'air. Et l'air est plutôt frais. Ce matin, il fait moins 25. La température ressentie peut parfois atteindre les moins 50 degrés. Attention, ça glisse. Hein. À cette altitude, monter les chariots, c'est tout un sport. Voilà, là on arrive au mont de charge. Heureusement, on a un mont de charge pour monter. Mais tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Info 9h, ça veut dire qu'on n'est pas encore ouvert. Info 9h, les gars! Vent oblige, il faudra attendre 9h pour savoir si le téléphérique ouvrira au public. Hors de question de perdre du temps malgré tout. En cuisine, on commence à travailler. Tu sales, tu poivres, tu mets ton fromage râpé. Sans savoir si les clients pourront accéder au restaurant aujourd'hui. S'il y a un problème, on est coincé, c'est l'hélicoptère ou ou le bénon de service qui est en bas. C'est tout. Hein. Donc le but, c'est de ne pas rester coincé ici. Primeur, une fois. Champi, 3 fois. Faut être sûr de rien oublier là. En principe, on se fait piéger une fois, mais pas deux. Hein. À cette altitude, la pression atmosphérique diminue de près de 40%. Plus difficile de respirer dans ces conditions. La résistance physique, critère essentiel du recrutement dans ces cuisines. On a des contrôles au niveau médicaux qui sont un petit peu plus poussés qu'en bas. On a des tests à l'effort à faire pour l'altitude, puis pour les oreilles, hein, tympan, la vue. Pour nous montrer que l'altitude peut aussi avoir du bon, Thierry nous invite dans une pièce plutôt exiguë. La cave à vin d'Aiguille du Midi. Une cave à vin creusée à même le granit, aux propriétés plutôt étonnantes. En principe, ça les empêche de vieillir, ils disent, à cette altitude. Donc un vin qui est de 2011 restera en 2011, même si on le garde jusqu'en 2018-2019. À quelques pas du restaurant, l'arrivée d'un client quelque peu essoufflé. Cet alpiniste vient de terminer l'ascension de l'arête des Cosmiques. Dernière étape pour accéder au restaurant, cette échelle suspendue au-dessus de 1000 mètres de vue. Ah, ben, peut-être je vais me prendre peut-être un thé, ouais, peut-être me restaurer ouais, un peu. Voilà, là on revient sur le plancher des vaches. Débarrassé de ses crampons, Alain va pouvoir s'installer à l'une des 26 places du restaurant. La tempête passée, le service peut commencer en salle. Bonjour messieurs, dames. Et uniquement en salle. Il y a 2 jours en arrière, il faisait moins 25, ils voulaient manger dehors. J'ai dit non, sans façon, merci. Dans l'assiette, des produits locaux uniquement, prix du premier menu, 39 €. En fait, c'est un cadeau de nos enfants. Ils nous ont offert ça pour Noël. Et du coup, on est allé à l'aventure. C'est magique, c'est unique, quoi. C'est unique puisque c'est une expérience jamais vécue que je pense qu'on revivra certainement pas. Tutoyer le Mont Blanc, de jour comme de nuit. Le site de l'Aiguille du Midi va bientôt fermer, mais tout le monde ne redescendra pas dans la vallée. Ce soir, c'est Morgane qui est de garde. Lumière, hop. Voilà, donc c'est comme un petit appartement. C'est ici que chaque nuit, 2 personnes surveillent le site de l'Aiguille du Midi, seul à 3800 mètres d'altitude. On y pense de temps en temps, on se dit qu'on est quand même chanceux d'être là tout seul à l'Aiguille. C'est quand même quelque chose d'unique. On se fait une petite promenade le soir, c'est assez marrant. Comme un gardien de phare face au toit de l'Europe, Morgane surveille l'Aiguille et sa vallée blanche, devenue bien noire. Demain matin, le restaurant rouvrira si la météo le permet pour un nouveau service, comme un défi lancé face au Mont Blanc. Lui, ce n'est pas en altitude qu'il se distingue, même s'il est au sommet de son art. Jean-Luc Van Den Ede, le skipper de 73 ans, vient de réaliser un exploit. Il a remporté ce matin la Golden Globe Race, tour du monde en solitaire, sans escale ni aide extérieure. Épreuve bouclée par le navigateur en 211 jours. Jean-Luc Van Den Ede, au palmarès exceptionnel, a franchi autour de 10h30 la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne, acclamé par la foule. Fait là, c'est beaucoup une question de morale. C'est plus utile d'avoir du moral que de la force physique, quoi. De toute façon, je pense qu'il faut être bien avec soi-même, quoi. Faut être en phase avec soi-même.
La Golden Globe Race fête ses 50 ans et impose aux participants les mêmes conditions de course qu'au lancement de l'épreuve en 1968, c'est-à-dire sans GPS ni instrument de navigation électronique. Des bébés tigres en Sibérie, le système de notation des citoyens en Chine qui va toujours plus loin et une faille découverte sur FaceTime. C'est la Minute Web de Pascal Melcognan. Un bug inquiète les possesseurs d'iPhone. Lors d'un appel FaceTime, il est possible d'entendre ce que vous dites avant même que vous ayez décroché. La manipulation est simple, celui qui appelle doit s'ajouter à la conversation de groupe pendant la sonnerie. Et là, sans que vous ayez décroché, votre correspondant vous entend. Pire, si vous appuyez sur un bouton de votre téléphone, c'est votre caméra qui se déclenche à votre insu. Depuis cette découverte, Apple a désactivé l'option de conversation de groupe et prépare un correctif pour cette semaine. Le système de notation de la citoyenneté des Chinois vient de passer un cap. Après les mauvaises notes pour comportement déplacé, voici l'application officielle qui géolocalise les personnes endettées dans un rayon de 500 mètres. Le système de délation cartographique en teste dans une province du nord-est du pays pourrait s'étendre à toute la Chine dans un an. Ce sont des images rares d'une espèce menacée d'extinction. 4 bébés tigres de Sibérie ont été filmés en Russie par des caméras de surveillance. La nuit, les tigros sont auprès de leur mère. Le jour, les bébés félins âgés de 3 mois débordent d'énergie. Ils jouent, se donnent des coups de patte, comme le montre ce montage, diffusé en ligne par un parc national. Du cinéma avec L'Intervention, demain en salle. Le film raconte la naissance du GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Et c'est à Djibouti, en 1976, lors d'une prise d'otage, que cette unité d'élite s'est formée. Une histoire méconnue. Gaspard Poirieux et Régine Arnaud. Border Somalia now. 1976, Djibouti, dernière colonie française. Des terroristes prennent en otage un bus d'enfants de légionnaires. La France envoie sur place pour débloquer la situation une unité de tireurs d'élite de la gendarmerie. Va falloir montrer ce qu'elle a de spécial, notre unité spéciale. Cette équipe, aussi hétéroclite qu'indisciplinée, va mener une opération à haut risque. Une histoire vraie qui raconte la naissance du GIGN. C'est pour ça qu'on a créé mon unité. Intervenir sans faire de mort. Pas dans notre camp. Leur éthique, s'engager pour la vie. Ça ne plaît pas trop aux autorités militaires de l'époque, pas plus que le look résolument hippie de ces garçons. Très vite, ils se sont retrouvés en choc frontal avec les us et coutumes de la Légion, de surcroît à devoir sauver les enfants des légionnaires, avec des méthodes totalement nouvelles. Alors c'est quoi votre truc? Un tir simultané. Une trentaine d'enfants et leur chauffeur de car ont été pris en otage. Ce dernier, Jean-Michel Dupont, avait 19 ans à l'époque. Il effectuait son service militaire en Afrique. 43 ans après, il a assisté à une projection du film. Globalement, quand même, le film retrace, on va dire à 50% la vérité. Et surtout, l'assaut. Là, on revivait. Mais c'était plus violent que ça, en réalité. Parce que là, t'as pas les cris d'enfants. Ils sont calmes dans le film, ils sont endormis. T'as pas l'odeur de la poudre. Hein. Beaucoup de tension dans ce film, tourné en grande partie caméra à l'épaule. On suit pas à pas ces jeunes hommes qui, en 36 heures, vont entrer dans l'histoire. Soit on plie maintenant, et on rentre à la maison, soit on sauve ses enfants. Ça, vous décidez pas, moi. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, scène de ménage, puis le téléfilm Paradise Ranch. Ce soir, le 19h45 de Xavier Demoulin. Très bel après-midi à tous et à demain. Retrouvez l'actualité 24h sur 24 sur m6info.fr.